Bienvenue sur ce podcast interview qui traite de deux grandes thématiques, le business à l'international et aussi la parentalité en tant que chef d'entreprise. Je suis Peggy Santerre et je relève chaque jour le défi de diriger une famille, mais également une entreprise qui accompagne les PME, grands groupes et institutions à mieux communiquer à l'international à travers des traductions professionnelles. Sur un format de 20-30 minutes, vous découvrirez les aventures, les anecdotes et conseils de dirigeants et gérants d'entreprises tournés à l'export. Bonjour Yacine. Bonjour Peggy. Alors aujourd'hui, on est dans vos bureaux à Meyreuil, à côté d'Aix-en-Provence. Vous êtes président d'Optimum Tracker, une entreprise que vous avez créée il y a 15 ans avec votre frère. Racontez-nous un petit peu plus les coulisses de cette belle pépite. Tout d'abord, c'est avec mon frère jumeau, on a toujours eu le souhait de travailler ensemble et de créer une entreprise à un moment ou à un autre. On est fils d'agriculteurs, donc on voulait travailler dans les énergies renouvelables. Et en fait, quand on a fait notre diplôme d'ingénieur, c'est un peu particulier, on a fait la même école d'ingénieur au même moment. On a fait les arts et métiers et en dernière année, mon frère a fait son stage chez un développeur de projet, donc énergie renouvelable. Et donc, il était en charge de faire les études techniques et il s'est rendu compte qu'une même centrale solaire sur structure fixe, dans les structures qu'on peut voir la plupart du temps, et sur une structure tracker, avait des performances bien meilleures. Et partant de ce constat, moi, à ce moment-là, je faisais l'IAE d'Aix-en-Provence et j'avais fait un peu de cours en stratégie et j'avais étudié le fait que quand il y a un nouveau marché qui se crée, il vaut mieux être parmi les premiers parce qu'après, c'est plus compliqué et il faut plutôt avoir des moyens importants pour pouvoir entrer dans un secteur. Et donc, on a décidé de créer juste après l'école, même au cours d'école, puisqu'en fait, mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans le cadre de la création d'Optimum Tracker. Très bien, intéressant. Et quelle est la taille de votre entreprise aujourd'hui, 15 ans après la création ? Alors, l'entreprise a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui, on est 30 personnes et on a réalisé à peu près 43 centrales photovoltaïques, dont la moitié à l'international, et ce qui représente une puissance totale installée de 900 mégawatts. Donc, pour avoir un ordre de grandeur, la centrale de Flamanville, l'EPR de Flamanville va faire 1500 mégawatts. Donc, c'est à peu près 2/3 de la puissance de l'EPR qu'on essaye de construire depuis des années. Bien de voir ce comparatif pour nous situer. Alors, vous avez gagné récemment le prix de la persévérance lors des trophées des entrepreneurs positifs de la CPME 13. Je vous ai vu, je vous ai entendu sur votre parcours. J'ai été bluffée parce que vous avez connu des hauts, mais vous avez aussi connu des bas plutôt vertigineux, mais vous avez su garder le cap. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours et comment vous avez réussi à vous relever après avoir eu quelques échecs ? Effectivement, l'histoire d'Optimum Tracker, c'est un peu un parcours accéléré, puisqu'en fait, on a créé la société et on est parti directement dans du développement de produits. Donc, pendant plusieurs années en mode start-up, même en mode étudiant. Et en fait, quand on a fini le développement du produit, la commercialisation est allée très vite. Donc ça, on a créé en 2009, on est en 2013. En fait, on lance la commercialisation à l'espace de 2 semaines. On a signé une première centrale avec Engie Solar qu'il fallait construire au mois de janvier dans le Massif central. Et juste après, 2 semaines plus tard, on a signé la plus grosse centrale sur tracker solaire dans les Landes. Et c'était un projet de 3,6 millions d'euros, alors qu'on était 5 dans l'entreprise, que des ingénieurs développement produit. Et c'est allé vraiment très vite. En l'espace de 3 ans, on est passé de 0 de chiffre d'affaires à 15 millions d'euros. On est passé de 5 salariés à 35 salariés. Et on a eu une crise de croissance. On a signé trop de projets avec une mauvaise maîtrise opérationnelle. Et on a eu des problèmes de qualité sur 3 chantiers. Et en fait, le client a bloqué tous les paiements. Nous a demandé de refaire le travail une deuxième fois. C'était pour un grand groupe français. Et on s'est retrouvé à court de trésorerie.
Et à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas trop d'options. On allait voir nos banquiers et c'était trop risqué. Ils ne nous ont pas suivis. On était toujours transparents, mais bon, il y avait trop de risques pour eux, donc ils ont pas souhaité donner suite. Et donc, on est allé voir différents acteurs, et notamment, on avait une connaissance chez Nextracker, qui est le leader mondial du tracker. C'est 100 fois plus gros qu'Optimum Tracker. Et le fondateur, qui avait entendu parler de nous, a dit, oui, ça pourrait nous... Il y a certains éléments qui peuvent nous intéresser, notamment l'innovation qui a été développée chez Optimum Tracker. En fait, quand on a développé les produits, on a été assez innovant dans notre démarche et on a déposé 12 brevets. Et les Américains avaient plusieurs brevets qui les intéressaient beaucoup et donc ils ont décidé de nous racheter une partie de notre portefeuille brevet. Sauf que ce n'était pas suffisant. Et donc en fait, on a été obligé de se placer en redressement judiciaire et pour bloquer l'hémorragie. Et pendant cette période de redressement judiciaire, on est allé négocier avec les Américains la vente des brevets. Et j'aimerais souligner un point, c'est que sur cette période, en fait, on vendait les actifs les plus importants de la société, les seuls qui avaient de la valeur. Et le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence nous a soutenus, a dit effectivement, si vous pensez que vous êtes capable de relever de redresser la barre avec ça, on vous suit. Et donc, donc le tribunal a homologué une vente d'actifs en période de redressement judiciaire. Et ça a été plutôt salutaire, puisqu'en fait, quand on est rentré en mai 2018, on est rentré en redressement judiciaire. Et 4 mois plus tard, en octobre, on sortait du redressement judiciaire après avoir cédé une partie de notre portefeuille brevet. Alors c'était important, on a dit aux Américains, nous on vous vend les brevets, mais il faut quand même qu'on puisse garder notre technologie. Donc ils nous ont cédé une licence d'utilisation des brevets, ce qui nous permettait de continuer notre activité. Et quand on est sorti du redressement judiciaire, on a des clients qui nous ont tout de suite remis le pied à l'étrier. Je pense en particulier à Total Quadrant. Enfin, Quadrant à l'époque, c'était Quadrant Énergie Nouvelle, qui était racheté après par Total, mais qui, le mois là où on est sorti du redressement judiciaire, nous a repassé des commandes en disant « Vous nous avez prévenu que vous alliez avoir des difficultés avant que ça arrive. » Et pour l'anecdote, ils nous avaient passé une grosse commande à l'île Maurice. Ils nous ont versé la compte. Et en fait, on a vu, il y avait 700 000 euros d'acompte. Et on a vu qu'on n'était pas capable de réaliser leur projet. Et donc, plutôt que de partir, on va dire, tête baissée ou même de manière assez malhonnête à attendre que ce soit coincé, on leur a dit, écoutez, on va être obligé de se placer en redressement judiciaire. Il faut absolument qu'on casse le contrat. Parce que sinon, il y a un administrateur qui est nommé et jamais il renverra l'argent de votre côté. Et en fait, ça a été, à ce moment-là, on ne savait même pas comment on allait payer les salaires. Mais on a pris cette décision en disant l'honnêteté, ça vaut bien plus que de l'argent. Et au final, on a gagné beaucoup plus d'argent en rendant cet acompte et ça a permis à la société de sortir de cette ornière. Donc voilà, et puis en fait, quand on est ressorti de ces difficultés, on a changé un peu l'état d'esprit et notamment un critère qui a changé, j'ai repris les ressources humaines et un élément qui pour moi qui était clé dans tous les recrutements qu'on a fait depuis, c'est un partage des valeurs et avoir des gens qui sont motivés et surtout pas se focaliser uniquement sur les compétences comme on avait fait jusqu'à présent avec des beaux CV. Mais avec au premier coup de feu, à la première difficulté, on a des gens qui restent pas sur le pont. Donc voilà pour l'histoire. Et en fait, après, ça a bien redémarré. Alors, ça redémarre, puis on fait une année 2019 très bonne. On repasse en résultat positif. Notre commissaire aux comptes nous disait, en 50 ans de carrière, j'ai jamais vu une société, non pas 50 ans, mais 38 ans, j'ai jamais vu une société qui était capable de repartir aussi vite. De rebondir si rapidement. Voilà, donc c'est quand même, ça fait plaisir d'entendre ça, et surtout quand on sait que c'est sincère. Et oui, alors on voit que l'échec, alors selon les pays, on n'aborde pas l'échec de la même manière, et c'est vrai qu'en France, on a tendance à
personne n'aime l'échec, mais pourtant ça fait partie de l'histoire des entrepreneurs et c'est très formateur. Alors si vous avez un conseil concret à donner justement à des auditeurs qui se trouvent aujourd'hui dans ce même type de situation ou avec une grosse baisse de chiffre d'affaires ou une perte de clients clés, est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner dans les coulisses? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez garder la force, y croire, persévérer? Qu'est-ce que votre secret? Je vais dire que 20 fois on a eu envie de baisser les bras avec mon frère. Et déjà on était deux. Donc ça, je pense que c'est important d'être bien entouré, d'être avec quelqu'un qu'on connaît bien. Je vais pas faire d'angélisme, c'est la pire période de ma vie. Donc voilà. Je pense qu'il y a deux aspects qui sont importants. C'est du réalisme et du courage. Le réalisme, parce qu'en fait, ça sert à rien de s'épuiser si on voit qu'en fait, tout est contre soi et que c'est impossible. Nous, on avait une lueur d'espoir, même si elle était mince, on savait qu'il y en avait une. Donc on s'est battu, mais si on avait vu qu'il n'y avait pas d'espoir, on n'y serait pas allé. Et le courage, c'est que 20 fois, on a eu envie de baisser les bras. Et il y a un philosophe qui disait le courage, en fait, c'est quelque chose en négatif, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de ne pas lâcher. Et on est courageux tant qu'on n'a pas abandonné. Et je pense que ça, c'est important. En tout cas, moi, ça m'avait frappé. Et c'est pour ça que je ne veux pas dire que c'est pas une qualité, mais c'est plutôt un défaut de baisser les bras. Et on est arrivé à tenir. Plutôt je ne vais pas dire qu'on a été courageux, c'est qu'on est arrivé à tenir et à ne pas baisser les bras. Et puis je pense en tout cas un élément qui est essentiel pour moi, c'est l'entourage et ne pas s'isoler. Il y a énormément de dirigeants qui font faillite et qui se suicident, en tout cas qui passent où il y a la règle des 3D, le dépôt de bilan, la dépression et le divorce. On dit que souvent ça s'enchaîne, mais c'est vrai qu'en France, en tout cas aux États-Unis, clairement, les gars, quand ils coulent une boîte, le mois d'après, ils veulent en remonter une. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Ce sentiment de culpabilité, on l'a eu énormément. Et il y a tout le monde qui vous le fait ressentir. Et en fait, il ne faut pas l'avoir parce qu'on fait de notre mieux. Et à partir du moment où on fait de notre mieux, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Et oui, donc réalisme, courage, entourage pour garder la foi et rester focus sur son objectif pour pouvoir rebondir et croire aussi en sa solution, en son produit, en son service. Alors maintenant, parlons international, le sujet qui est le cœur de ce podcast. Alors, où exportez-vous aujourd'hui ? Alors, on exporte principalement dans 3 zones. L'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et peut-être un élément qui est important, c'est que nous, avec mon frère, on est du sud de la France. On a grandi juste à côté entre Salon de Provence et Arles, à une petite ville qui s'appelle Saint-Martin-de-Crau. Et on voulait rester près de la famille, mais travailler à l'international. Et donc, c'est la solution qu'on a trouvée, c'est de créer une boîte qui travaille à l'international. Et en tout cas, ça a toujours été dans l'ADN et dans la volonté, dans l'ADN de la boîte et la volonté des fondateurs. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on a fait on a fait des projets dans des pays incroyables. On a fait au Sénégal, on a fait au Pakistan, on a fait en Turquie, on a fait au Tchad, on a fait en Tunisie, on a fait en Angola. On a fait en Bulgarie. Jamais je pense que je serais allé en Bulgarie si on n'avait pas réalisé des projets. Et aujourd'hui, c'est notre premier marché. Donc voilà, en tout cas, l'export, c'est une aventure, je pense, qui est assez géniale. Et quand on y a goûté, je pense que ça devient un peu difficile d'arrêter. Et c'est quoi la part de marché à l'international sur votre chiffre d'affaires global ? Alors ça, c'est cette année, alors je ne vais pas dire qu'on en est fier, mais parce que c'est qu'on n'a pas réussi en France, mais cette année, on fait 100% de notre chiffre d'affaires à l'international. Ouais, j'imaginais que ça allait être une grosse proportion. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est faire notre bon ratio, c'est 70% à l'international et 30% en France. Mais la particularité, c'est qu'en France, nos clients utilisent assez peu de trackers solaires. Ils utilisent des solutions de structure fixe pour des raisons de simplicité et de disponibilité des terrains. Mais c'est en train d'évoluer, notamment avec les solutions agrivoltaïques,
qui permettent d'installer des panneaux sur des terres agricoles et d'avoir une double utilisation des sols. Donc on est très confiant pour regagner des parts de marché, en tout cas avoir une proportion de chiffre d'affaires en France plus importante dans les années à venir. Ok, alors comment vous avez réussi à conquérir tous ces pays? Vous avez une recette magique? Je pense qu'en tout cas, il n'y a pas de recette magique, ça c'est clair. Mais pour nous, il y a eu deux éléments. C'est des rencontres avec, par exemple, notre client au Pakistan, qui a dit j'aimerais travailler avec une boîte française, et il est venu nous voir. Il a pris contact avec notre responsable de la communication qu'il avait trouvé sur LinkedIn ou je sais pas. Et puis il est venu nous voir et ça a bien fonctionné. Et on a réalisé coup sur coup la plus grosse centrale, une centrale de 20 mégawatts au Pakistan. Puis quelques années plus tard, au moment là où on sortait des difficultés, la plus grosse centrale du Pakistan et la plus grosse centrale pour Optimum Tracker. C'était une centrale de 50 mégawatts juste à côté de Karachi. Et puis on a aussi des clients qui nous amènent dans leurs valises, notamment des clients français. C'est le cas notamment de la centrale qu'on a construite au Sénégal. C'est Engie qui avait gagné ce projet. Ils nous ont dit on aimerait bien. Alors on se bat toujours au niveau international, hein, sur chaque projet quasiment. Il n'y a pas que des acteurs français. Et ils nous ont amenés avec eux. Et c'est quand même super. C'est super. Et en tout cas, voilà, c'est les deux vecteurs qu'on a aujourd'hui pour du déploiement à l'international. Super. Et est-ce que vous avez échoué dans un pays en particulier? Oui. On a échoué aux États-Unis. Ça, c'était en 2000. On a lancé les États-Unis en fin 2015, début 2016. Il faut savoir que les États-Unis, c'est 50% du marché mondial du tracker. Mais les États-Unis, c'est un pays qui est très conservateur en termes d'achat. Et donc, ils consomment de l'américain. Et on y est allé et on n'y est pas du tout arrivé. On a dépensé beaucoup d'argent pour aucun résultat. Et même en termes d'assurance, vous pouviez être assuré, hein, parce que c'est toujours compliqué d'être assuré quand Oui, on vend aux États-Unis. C'est toujours un sujet qui revient sur la table. Ouais. Alors nous, sur le tracker, il n'y a pas de sujet assurantiel particulier, à part des responsabilités civiles, et c'est quelque chose qui est faisable au niveau des assureurs, mais c'est surtout que les clients voulaient consommer des produits américains. Et aujourd'hui, ça s'ouvre un peu, mais en tout cas, et on pensait vraiment que ça serait... il y a un besoin, il y a un marché, on avait des très bonnes solutions, aussi bonnes, même voire meilleures que les solutions des Américains, mais ce n'était pas suffisant parce qu'on n'était pas américain. Et oui. Et au contraire, alors, est-ce qu'il y a eu un pays où c'était plus facile? Alors, vous nous avez parlé du Pakistan, où là, carrément, le prospect est venu sur un plateau, mais en termes de prospection, pour aller chercher un nouveau client à l'international, il y a eu un pays un peu plus facile, et pourquoi? Oui, il y a l'Italie, parce que je pense qu'il y a vraiment une culture assez proche. Et on a un partenaire qui nous représente là-bas en Italie, et ça se passe super bien. Enfin, on est en train de prendre beaucoup de parts de marché sur le marché italien. Donc ouais, je dirais l'Italie. En tout cas, l'Europe, c'est plus facile, et c'est ça qui est assez, en tout cas nous qu'on vit chez Optimum Tracker, c'est que c'est plus facile pour moi, c'est plus facile de vendre à des clients internationaux qu'à des clients français. Et c'est un petit mot pour les grands groupes qui sont pas du tout, en tout cas, je vais pas dire, c'est pas le bon terme, mais c'est pro acteur français. Et pour beaucoup, notamment de grands groupes, on est un petit acteur. Il faut plus qu'on fasse nos preuves que s'ils allaient acheter un acteur espagnol ou un acheteur italien. Là où ils vont demander moins de... On va dire, en France, on offre plus blanc que blanc, très souvent, en tout cas au niveau des services à achat des grands groupes. Et je trouve que c'est un peu dommage. Mais en tout cas, on ne se démotive pas pour convaincre ces acteurs. Et oui, alors les acheteurs, les grands acheteurs français, si vous nous écoutez, un petit message, et c'est assez partagé dans mon domaine aussi,
la traduction, parfois on se rend compte que c'est très compliqué de rentrer chez des grands acteurs et qu'ils achètent chez des confrères européens avec moins de certification, pas forcément autant de qualité. Et on se dit pourquoi ? Est-ce que c'est le prix ? Pourquoi on ne peut pas rivaliser parfois sur certains sujets ? Donc, parenthèse fermée, aujourd'hui, Yacine, quels sont vos grands défis à l'international ? Alors, il y a les défis aussi de vous développer en France, mais à l'international, vous voulez, dans votre stratégie... Alors, le grand défi, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de... Enfin, même, on adresse tous nos marchés depuis Meyreuil, juste à côté d'Aix-en-Provence. Et on aimerait créer des filiales pour avoir une approche plus locale sur les marchés sur lesquels on voit qu'il y a une traction à moyen long terme. Et c'est ce qu'on va faire sur 2024 et 2025, c'est ouvrir nos premières filiales à l'international pour avoir des relais locaux. Donc voilà. Eh bien, il va y avoir de quoi faire. Alors, ce podcast, il est aussi dédié à la vie du chef d'entreprise et de la gestion de sa famille. Alors, il y a 2 sujets que j'aimerais aborder avec vous. Yacine, déjà, vous travaillez avec votre frère jumeau. Comment se passe la collaboration ? Comment vous répartissez les rôles ? Est-ce que c'est toujours rose ? Si vous voulez nous partager un peu les coulisses. Alors, c'est pas toujours rose, mais c'est souvent teinté de rose. Avec mon frère Madiane, on est hyper complémentaires, on s'entend très bien. Et c'est rigolo, on avait fait un test de personnalité. Et en fait, là où il est fort, je suis moins bon. Et là où je suis bon, il est un peu plus faible. Et cette complémentarité, elle fonctionne très bien. Mais c'est un peu la particularité, je pense, des jumeaux. Après, le gros avantage de travailler en famille, c'est qu'il y a plus que uniquement du business et qu'il y a un passé commun et des valeurs qui sont partagées en général. Et pour moi, clairement, cette aventure, elle n'aurait pas du tout été possible si j'avais pas eu mon frère à mes côtés. Et c'est pas difficile de prendre quand même une certaine distance parce que c'est aussi votre associé et il faut réussir à se dire les choses malgré tout. Même quand on est engagé un peu émotionnellement, puisqu'on n'est pas que associé, on est aussi frère. C'est vrai qu'il y a ce sujet de faire la part des choses et on n'a pas la même relation. Alors en plus, en tant que chef d'entreprise et associé, le boulot, on le vit le jour, la nuit, le samedi et le dimanche. Mais on essaye de faire la part des choses. Et pour moi, il faut clairement, à partir du moment où il y a une bonne communication, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et je pense par contre, c'est vrai qu'il y a un sujet, c'est de bien, et c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement avec mon frère, c'est de dire mais quelles sont tes envies là pour les années à venir. On peut avoir des parcours de vie différents, des situations familiales différentes, et donc de bien être au clair là-dessus, sur la finalité et les aspirations de chacun. À partir de là, je pense que ça fonctionne bien. Savoir projeter son entreprise, mais aussi se projeter soi-même pour savoir si les parcours continuent dans la même direction et puis bouger les curseurs s'il y a besoin. Exactement. Et enfin, j'ai cru comprendre que vous étiez aussi papa. Alors, comment vous arrivez à gérer une entreprise des hauts, des bas que vous avez connus tout en ayant 3 enfants, si je ne me trompe pas ? Comment ça se gère pour réussir à équilibrer cette vie pro-perso ? Ça ne doit pas être toujours évident. Alors c'est un peu un jeu d'équilibriste, mais aujourd'hui, en termes de gestion du temps, j'ai mis la priorité sur ma famille, en disant de toute façon, il y a une boîte de 30 personnes, ta capacité opérationnelle elle est limitée, ça ne sert à rien de bosser jusqu'à 23h tous les jours. Et puis mon épouse ne l'accepterait pas aussi. Et donc, je me suis mis des règles, notamment s'il y a une grosse journée, je viens plus tôt le matin, mais par contre, je ne partirai pas à 22h.
Et, Mais ça veut dire quoi? Vous partez à 20h ou à 18h? faut que je suis à la maison entre 18h et 19h. Et je pense que ça, c'est aussi un des avantages d'avoir connu des difficultés, c'est que quand on a des vraies difficultés, il n'y a pas grand monde autour de soi, et la famille, elle est là. Et donc, il faut savoir le rendre. Et avant d'avoir ces difficultés, je finissais très tard. Et j'arrivais quasiment tous les jours après que les enfants se soient couchés. Et pourtant, j'avais plein de monde qui m'avait dit, mais je me suis rendu compte que j'avais des enfants quand ils sont devenus adolescents. Mais en fait, on se dit, ben non, moi je suis pas pareil, mais en fait, on fait la même chose. Et donc, c'est un peu, on va dire, c'est des enseignements, notamment de cette période difficile. C'est de dire, mais en fait, le temps ne le rattrape pas. Et c'est sans doute le bien le plus précieux qu'on peut avoir en tant que dirigeant. C'est ça, parce qu'après, on peut arriver à l'épuisement. Et puis, quand on est à la veille de finir notre vie, est-ce qu'on va se souvenir plus de tout ce qu'on a raté dans le travail ou tout ce qu'on a raté avec nos enfants et notre famille? Je crois qu'on a tous un peu la réponse au fond de nous. Hein. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ce podcast? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager, des projets, des sujets ou un appel, hein, si vous êtes en attente de recrutement ou tout profiter de... Alors, nous, on a pas mal de sujets de recrutement en ce moment parce que la société grandit vite et en tout cas, s'il y a des talents alors c'est là la mode les talents, mais en tout cas des gens motivés, parce que on va revenir au basique, des gens motivés pour nous rejoindre, ils sont vraiment les bienvenus. Mais je pense qu'en tout cas, on est dans une période où je pense que faire les choses par plaisir, c'est un vrai moteur. Et on est dans un monde du travail qui peut, là où on passe, c'est là où on passe le plus clair de son temps. Donc prendre du plaisir, je pense que c'est assez essentiel. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est mon leitmotiv. Et le jour là où je prendrai plus de plaisir, on verra ce qu'il faudra faire. Mais en tout cas, je pense qu'il faudra que je trouve d'autres voies. C'est ça. Eh bien, on va finir ce podcast sur le mot plaisir, parce que moi, j'ai pris extrêmement plaisir aussi à vous interroger, à vous découvrir, à me rapprocher de cette entreprise que l'on voit un petit peu partout. On en entend bien parler hein, dans le Sud. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps dans votre planning bien chargé pour répondre à mes questions et puis pour pouvoir témoigner et partager avec nos auditeurs de ce podcast interview. Merci beaucoup. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous a permis de découvrir de nouvelles perspectives pour votre entreprise. Je remercie mon invité pour son témoignage et ses précieux conseils. Suivez nos prochains épisodes pour découvrir d'autres témoignages inspirants de dirigeants et gérants d'entreprises tournés vers l'international. À très vite!